l'université, près d'ici, la grande bibliothèque, l'INALCO, une école d'architecture aussi. Et l'espace Culture et Paix, c'est un endroit où les étudiants et les professeurs peuvent discuter des valeurs et de la vie, pas seulement des études. Et un de nos programmes, c'est Parole donnée. Alors ce soir, c'est Parole donnée 239. Et nous avons chaque mois un thème différent. Ce mois-ci, c'est les rôles. Le mois dernier, c'était les priorités. Et un de nos buts, c'est de faire une encyclopédie avec tous ces thèmes. Alors, ce soir, être dans mon rôle. Alors, savons-nous quel est notre rôle véritable? Ça, je vous présente la fiche faite par Régis Marion. Il habite en Danemark en ce moment, mais depuis des années, il est notre partenaire et chaque semaine, il nous envoie une affiche par email. Hein. Savons-nous quel est notre rôle véritable? Les circonstances nous font parfois jouer un rôle désagréable ou artificiel à l'encontre de nos convictions, de nos valeurs, de notre nature. Si cela continue, nous finissons par porter un masque. Avons-nous la volonté et la capacité d'assumer jusqu'au bout notre vrai rôle et de pouvoir apporter ainsi notre meilleure contribution à notre entourage? Au cours de cette soirée, chaque personne réfléchira au meilleur rôle qu'elle devrait jouer désormais. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un rôle? Eh bien, je ne sais pas si vous connaissez l'étymologie. Ça vient de rota, la roue en latin. Et rotulus, c'est quand vous savez des rouleaux que vous ouvrez verticalement comme ça. Un rouleau de papier, en fait. Donc, c'est tardivement que rôle en est venu à signifier un rôle au théâtre ou une fonction. Pendant très longtemps, c'était un rouleau avec un cahier des charges, une liste, et notamment où étaient enregistrés les nouveaux soldats. Un registre attribuant les tâches d'un équipage sur un navire, plus tard le répertoire des contribuables. Ça, c'est un rôle intéressant. Hein? Un registre où figurent les affaires soumises à un tribunal. Et finalement, c'est assez tardivement que rôle en est venu à signifier le parchemin où un acteur pouvait apprendre son rôle. Et par extension, alors c'est l'ensemble des répliques, des paroles. J'ai mis en rouge parce qu'on a eu les semaines de la parole il y a assez longtemps. Tout ce qui est en rouge, c'est des thèmes dont on a déjà parlé à Parole donnée. Et après, par extension, c'est devenu la place d'un artiste dans une pièce, un film, un ballet, un spectacle. Et donc le personnage joué par l'artiste. Après cela, c'est devenu le comportement dans la vie sociale. On est sorti du théâtre et finalement, on en est venu à dire que, à rapprocher le mot rôle d'un mot comme statut ou fonction ou position dans un ensemble. Alors qu'au départ, ça n'a rien à voir. C'est une série de glissements sémantiques. Ensuite, ça désigne parfois l'action que l'on a sur quelque chose, nous avons eu les semaines de l'action, ou l'influence, c'était un thème qu'on a traité récemment, que l'on exerce, la place tenue par quelqu'un ou par quelque chose. Et enfin, le modèle organisé de conduite relatif à une certaine position dans la société ou dans un groupe, et corrélatif à l'attente des autres du groupe. Alors maintenant, c'est vrai que le mot rôle désigne parfois simplement la fonction même anonyme ou impersonnelle. Au départ, c'est vraiment lié à l'être humain, mais finalement, on peut parler du rôle de la pluie, du rôle du vent, etc. Et c'est le sens qui est venu après. Alors, les problématiques que nous allons aborder ce soir, entre autres, connaissons-nous notre rôle? Sommes-nous à notre place? Ou alors à contre-emploi? Avons-nous la position, le statut, la fonction correspondant à notre personnalité, notre formation? Avons-nous les attitudes et comportements appropriés pour apporter notre touche personnelle, nos répliques dans un ensemble? Avons-nous un rôle secondaire et ordinaire? Ou voulons-nous jouer un rôle de premier plan et dans quel domaine? Et on accueille Renato. Voilà, il a joué son rôle. Ça va? Attends, on va fermer après, c'est pas grave. Okay, quelqu'un veut dire? Bonsoir Renato. Bonsoir. Oui. Alors, les mots-clés ce soir: action, attitude, caractère, expression, image, influence, parole, personne, reconnaissance, relation. Quelques citations de Shakespeare. Le monde entier est un théâtre, et tous, hommes et femmes, n'en sont que les acteurs. Et notre vie durant, nous jouons plusieurs rôles. Donc c'est un des plus grands hommes de théâtre qui parle, et pour lui,
l'univers entier constitue un théâtre. André Gide, ça c'est une citation extrêmement intéressante, je me persuadais que chaque être, ou tout au moins chaque élu, avait un rôle à jouer sur la terre, le sien précisément, et qu'il ne ressemblait à nul autre. Je pense que c'est l'une des phrases les plus intéressantes et les plus mystérieuses aussi. Enfin, l'abbé Pierre, le rôle de tout être humain, c'est de faire la preuve que le monde n'est pas sans raison. Ce soir, nous avons 3 tables. La table 1. Alors, qui va être rapporteur? Marine, tu voudrais? Oui. Oui, ah ben c'est bien ça. Donc tu vas prendre des notes aussi. Voilà. Donc les 2 meilleures histoires. Ou peut-être 3. 3. Hein, vous êtes nombreux, donc on peut pas. Voilà, c'est ça. Alors, vous rapporterez une expérience où vous avez senti que vous étiez pleinement dans votre rôle. Et ensuite, vous essayerez de dire qu'est-ce que ça signifiait pour vous, cette expérience. Alors, vous avez quelques propositions, mais ça ne correspond pas forcément à ce que vous avez vécu. Être moi-même, être à ma place, assumer ma position, remplir ma mission, révéler mon potentiel insoupçonné, faire plus que ma part, reproduire un modèle admiré, apporter une touche personnelle, répondre aux attentes, laisser Dieu me guider. Voilà. Et d'abord, vous concentrez sur l'expérience que vous avez eue, puis après, vous essayez de dire, en gros, les quelques ingrédients de cette expérience. Ça ira? Voilà. Ensuite, table 2. Alors, c'est qui va... Alfie, tu n'as jamais rapporté, toi, hein? Ça te paraît possible ou... Tu vas voir. Hein? D'accord. Ouais. La semaine dernière, c'était Nicole. Bah, tu as fait plusieurs fois même déjà. 2 fois, hein? Oui, c'est ça. Bah, écoute, si tu te sens en forme, ben, au moins tu peux prendre des notes peut-être. Hein? D'accord. Voilà. Table 2, donc. Racontez une expérience où vous avez joué involontairement un rôle pénible et désagréable. Qu'est-ce qui vous amène parfois à jouer un rôle contraire à ce que vous êtes? Là aussi, vous avez plusieurs réponses possibles. Mes fréquentations, mon milieu, mon passé, l'imitation, le regard des autres, les attentes de mes proches, les modes, la pression sociale, la pression professionnelle, mes illusions, ma propre confusion, mes démons, autres. Ça nous arrive tous hein, d'avoir le mauvais rôle. Bon. Et il faut essayer de comprendre pourquoi. Voilà. Enfin, nous arrivons à la table 3. Voilà. Alors, je râle donc je suis. Donc, j'aime râler. Il y en a marre. Et le drapeau français. Bon, bref, les Français excellent dans les rôles de grincheux, râleurs, rouspéteurs, vantards, pessimistes. Victor Hugo était d'avis que c'est très bien comme ça. Et que ça peut durer encore longtemps, parce que si Paris était trop calme, le monde entier s'ennuierait. Toutefois, nous savons aussi jouer des rôles plus sympathiques avec de bons metteurs en scène. D'ici 2020, quels sont les meilleurs rôles que nous, les citoyens français, devons jouer dans notre vie quotidienne? Donc, quelles autres options qu'on a d'être grincheux et râleurs? Alors, évitez une discussion politique impersonnelle, ne parlez pas de ce que la France devrait faire, mais concentrez-vous sur chacun dans sa vie quotidienne. Le langage, le caractère, l'attitude, le comportement. Il faut imaginer des Français gentils, sympathiques, positifs, ouverts et qui n'arrivent même plus à râler si c'est possible. Voilà, en tout cas provisoirement. Bon. Il y a une belle publicité de TF1. Ah d'accord. Tu connais pas? Non, bah, tu nous diras tout à l'heure. Ah, ouais. Ok. La note. Hein. Voilà. Eh bien, bonne discussion jusqu'à 55. Voilà. Bon. Tout à l'heure. Bien. Nico va amener, va apporter les boissons. Non, je dis toujours que je ne connais pas la boisson. Voilà. Et la boisson, A-L-V-I-T. D. T. Comme terme. Et le- On ne peut pas comparer. Impersonnel. Impersonnel. C'est-à-dire concentré sur les individus. On ne parle pas de la France, mais on parle des Français. Et moi, c'est... Discussion. Oui, ça veut dire qu'au début, on peut déjà Comme j'ai un peu d'humour, on me dit comment tu t'appelles. Non, comme ça, fais attention mon cas. Mon cas.
Alors, vous avez compris entre les deux sens du... Ah, Victor Hugo, moi je l'ai rencontré au cinéma. Hein? Il n'y a rien qui vient. T'inquiète, ça va venir. T'inquiète, c'est jeune. T'inquiète, c'est... Bonjour Renata. C'est pour ça quand on dit on fait semblant ou imitation, on imite. Et au milieu où on est, parfois, ben, on joue un rôle. Quoi. Mais un beau jour, tout apparaît à la lumière de la lumière. Est-ce que vous arrivez à Moi, j'essaie de trouver... non, on en a mis plein la vie, plein la poire aussi. C'est vrai que la vie est courte. Bon, ça va, tu vas te concentrer là? Alors, Tu devais la vivre partir. il y a un rôle qui est là et voilà. Ça, c'est autre chose. Un peu de tout, Mais comme vous voulez. ça veut dire que c'est parce qu'on ne sait pas. Ah voilà. Mais voilà. Alors, attendez, avant de Une passer quinzaine de jours. J'avais à rencontré la chez moi. deuxième question, Un groupe sympa. la deuxième partie. Moi, j'ai une remarque sur cette première phrase. J'ai Je un ne suis piano pas trop chez moi. d'accord sur le terme rempart. Je vais moyennement. J'ai fait l'expérience. Les remparts, en tout cas, si je compare par Ils m'ont rapport tous demandé, bah, tu peux jouer quelque chose. pessimiste, oui, c'est même. Je lève même les dans étrangers de la les- en fait, je prends une note, je joue. les Français par rapport Le au fait d'être niveau de entendu bien-être par qu'on autant a, de personnes, je voulais jouer le rôle du que la pianiste. zone féminine. Je n'ai pas pu aller Si jusqu'à le Il y a mot une féministe, différence jusqu'à la fin de la entre À un moment donné, je me suis levée, j'ai dit ce que je dis, je sais pas. Je trouve j'étais pas dans la logique. par Et rapport là, j'ai essayé de jouer le rôle du pianiste. Je pense que sur à juste, j'essayais la de parent jouer. pessimiste. Il faut faire Par ensuite, tu stresses et Ah bah, c'est une histoire. Oui, mais ils sont mais il pessimistes, faut les pas Français. confondre Ah, vous en avez les deux situations. Mais les deux sont, je pense, les mêmes Français. C'est-à-dire qu'ils sont facilement oui. Ouais, un rôle. J'étais pas contente Et un des parce que je éléments, remarquais c'est qu'en France, l'estime de je moi-même. pouvais avoir des crises. Ça a changé hein, quand même. Et comme c'était Mais pas parce que bon, l'estime de moi-même, et donc je concrétise. Et j'ai donc ce rôle, je l'ai pratiqué. Parce que parfois on ne se sent pas reconnu, on ne se sent pas accepté, on ne se sent pas... donc on va jouer un rôle, et parfois c'est très aveugle. On s'en rend pas compte. Mais ça fait mal aux autres. Mais en même temps, ça fait mal aux autres parce qu'ils et les autres, quelque part, ils te mettent de côté. Parce qu'ils le sentent. Et ils le sentent. C'est parfois ils me mettent de côté. Pourquoi? Parce que je suis pas intéressant. Pas intéressant. Quand quelqu'un joue un rôle, Ah voilà, les autres le sentent. peut-être certains ne sentent pas qu'ils en a accepté ou pas, ils peur parce qu'ils avaient peur. Je par banalité, et par peur. Et le chose a commencé à changer, surtout moi, je suis chanteur. Oui, oui. oui, J'aime chanter. Mais le problème, c'est que je chantais pour moi. J'étais tout seul à chanter. Quoi. Mais je chantais pour moi. On vit la vie est un théâtre. C'est la finalité puisque pour mon bien je suis un peu blindé quoi. Il y a un sentiment d'impuissance. donc la question c'est comment surmonter ce sentiment d'impuissance? Donc ça répond pas vraiment à la question.
Les personnes sont obligées de jouer le rôle. Ouais. Alors que dans le cœur, il y a tout à fait des choses. Oui. En fait, ce personnage, la question c'est le cœur ou le mental. C'est le fond du questionnement. Et Ouais. de notre siècle va venir alors Le cœur, Bah, le cœur, c'est les émotions, mais... tout à l'heure il a parlé avec ton exemple, je le saisis. des robots, Ouais. la robotisation, mais bien sûr, Et c'est souvent pour cela qu'on fait un personnage. Ouais. il faut que toujours on trouve entre nous Pour moi, c'est la bonne c'est surtout l'habitude. et l'humanisme qui sera à ce moment-là. Oui, il sera J'ai du mal à revenir pareil, suivant à être un peu plus émotif que à chaque facilement exprimer ses émotions. il y a Bon, bien sûr, des fois, ça m'arrive. des lois avec des droits et Mais des devoirs. beaucoup moins. Mais le machin de C'est plus difficile. Napoléon, il a dû Ouais. Se blinde. J'ai vu des gens complètement changés et jouer un rôle. C'est Marie, hallucinant. comment je sais rapidement. rien pour les grands voyageurs. Nazaire, Il faut lire à Parce que ça prend. Pour moi, à l'époque, c'était vraiment ça se de rester un dimanche matin. Cette soirée est terminée. Et nous allons maintenant entendre les rapports des tables 1 et 2. Et je crois que Marine a des bonnes histoires à nous raconter de la table 1. N'est-ce pas, Marine? Oui, je crois. Ouais. Marine qui est venue avec son jeune frère aujourd'hui. Vous remarquerez qu'à cette table, il y a beaucoup de dames et le frère de Marine. Guillaume. Oui, donc, Du coup, on s'est glissé. voilà. Alors Marine, tu as la parole. Ah, d'accord. Allez. Ah, oui. Donc vous deviez rapporter une expérience où vous avez été dans votre rôle. Quoi. Vous avez eu une bonne discussion? Très bonne diction. Ah, ça fait plaisir ça. Alors tu as refait 3 histoires. Ah, ça? il faut. Oui. Ouais. Ok. animer Ah pardon. pour le Ah faire. oui, oui, oui. Allez. Bon, une petite seconde. Hein? Le temps que je rallume. J'espère que ça va aller. Tout le monde a pu parler? Bah, il y a des gens qui avaient rien à dire. Non. Ils étaient dans leur rôle. merci à l'école. Ah, excusez-moi. Bon, j'espère que tout va bien aller. Ok, alors. Ça marche. Voilà. C'est parti mon petit. Ouais. Ok. Donc, Oui. J'ai pris l'histoire de Lika, Haruka et Ayaka. ah, que des japonaises alors. Bravo. Ah, dis donc, c'est vachement discriminatoire votre table. Non. Ça C'est va, pas vrai. je rigole. D'accord, ok. On va commencer par Ayaka. Ouais. Elle a choisi remplir sa mission, révéler son potentiel insoupçonné et laisser Dieu la guider. Ouais, attends. Remplir sa mission, révéler son potentiel insoupçonné. Ouais, d'accord. Mhm. D'accord. Ouais. Et alors, qu'est-ce qu'elle a vécu, Ayaka? Alors elle m'a dit qu'elle aimait les pays d'Afrique et qu'au lycée, elle pensait faire quelque chose pour l'Afrique, mais elle savait pas trop comme médecin, etc. Et sa 3e année de lycée, elle a dû faire un choix pour son université. Donc elle est allée au Kenya. Ouais.
Elle a participé au Study Tour. Ah d'accord. T'es allée comment au Kenya? Tu as gagné de l'argent toute seule? Oui. Oh, t'as travaillé et puis t'as payé ton voyage. Wow. Alors, c'est direct Tokyo-Nairobi? Hein? C'est direct. Ah non, non, Dubaï. 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 D'accord. Ah, ouais. D'accord. Ouais. Elle a participé au Study Tour. Study Tour. Oui. D'accord. Donc elle a pu pendant ce Study Tour regarder la situation du Kenya. Ouais. Et c'est à partir de là qu'elle a trouvé ce qu'elle voulait faire. Donc elle décide d'étudier sur l'éducation pour aider les enfants. Oui, oui. Du coup, elle remarque qu'elle aime les enfants. Oui. Et elle pensait que c'était Dieu qui la guidait. D'accord. Elle m'a dit que pour aller en Afrique, c'était vraiment difficile. Mais finalement, ça s'est réalisé et voilà. Pourquoi c'était difficile? Parce que tu étais toute seule? Il Euh, n'y a pas beaucoup de gens du Japon qui vont au Kenya. J'étais encore jeune. Oui, quel âge? C'était 17 ans. 17 ans. Waouh. Et je n'ai pas d'argent. Ah ouais, c'est ça. Hein. En plus, la majorité au Japon, c'est 20 ans. Hein? Donc, Oui, Ah, donc mais Ah. c'est devenu 18 ans maintenant. Ah, d'accord. Mais quand même, une jeune japonaise de 17 ans aller en Afrique, c'est pas évident. Hein? Bien. Ouais. Et donc, du coup, pour conclure, elle l'a pas seulement réalisé par elle-même, elle l'a aussi réalisé avec Dieu. Oui. Voilà. Ouais, intéressant. Ok. Ensuite, Haruka. Haruka, oui. Alors, elle a choisi qu'une option et c'est révéler son potentiel insoupçonné. Ah ah. Ouais. Je mets PI, hein, voilà. Je referai après. Je promets. Ouais. Au collège, tout le monde lui demandait de faire la cuisine. Au début, elle n'aimait pas cette mission. Puis petit à petit, elle a accepté, elle a commencé à aimer la cuisine. Ouais. Parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle peut faire plaisir à quelqu'un par la cuisine. Ah. Bon, ça. Je corrigerai tout après, hein? Ne vous inquiétez pas. Ouais. Ça, c'était l'histoire d'Haruka. D'accord. Et c'est vrai que Haruka, elle aime toujours faire la cuisine. Oui. Ensuite, c'était Lika. Rika. Rika. Oui. Alors, elle a choisi assumer sa position et laisser Dieu la guider. Ouais. Depuis petite, on lui disait qu'elle devait devenir la leader, mais elle n'aimait pas trop ça. Ah ouais. Oh. Elle pensait que c'était Dieu qui lui donnait cette position, donc elle décide d'accepter. Elle va faire plusieurs fois l'expérience d'être leader. Et donc du coup, elle pense que c'est Dieu qui lui donne ça pour s'entraîner, pour qu'elle grandisse, pour qu'elle puisse devenir meilleure. D'accord. Voilà. Bon, merci beaucoup. Tu as pu parler un petit peu, Guillaume, aussi? Pas tellement en fait. Pas tellement, d'accord. C'était intéressant la discussion? J'ai pas grand chose à dire par rapport à ça. Non, non, mais je veux dire les autres. Ah oui. C'était bien? Oui, c'était Bon, d'accord. Bah, merci beaucoup. Merci pour ce rapport. Alors ensuite, on avait les gens qui sont dans un drôle de rôle. Ah ouais, ouais. Voilà. Et
Il n'y a pas mieux que ça pour nous raconter ça que Ali. C'est bien amené. Alors, nous, on devait raconter une expérience. On a joué involontairement un rôle pénible ou désagréable. Donc, je vais raconter l'histoire de Nicole. Alors, il y a une quinzaine de jours, il y avait un couple chez elle. Et bon, elle a un piano chez elle. Donc, le groupe a essayé l'encourager qu'elle jouait un morceau. Bon, un couple ou un groupe? Un groupe. Un groupe de gens. Ah, j'ai fait une erreur là. Groupe. Ouais, un groupe de gens. Ouais, combien? 20 personnes? 17. Ah, quand même. Wow. Donc voilà. Un groupe de De 17 personnes, d'accord. Ouais. T'as été en veille, quoi? Oui. Ah, mais c'était agréable. Oui, Sauf ce qu'il va. Voilà, oui, alors, ouais. Et voilà, bon, c'est un piano chez elle. Ouais. Donc, le groupe ils ont demandé à Nicole de jouer un morceau pour eux. Voilà, parce que bon, la piano, elle est chez elle et voilà. Et elle aime bien jouer au piano. Donc voilà. Mais bon, donc Nicole, elle s'est. Bon, elle a voulu jouer ce rôle. Donc elle a voulu jouer le rôle de la pianiste qui a joué. Voilà. Et une deuxième. Donc, ce soir, il y a le piano. Il y a le piano. À la fin de la soirée, bis. Désolé. Tu considères qu'il n'y a personne, tu vois. Oui, Voilà. c'est un entraînement. On est peut-être 17 là. Oui, on est juste. Non, mais c'est vrai. Avec toi, on est 17 autres. C'est vrai. Oh oui, c'est exact. Oui. Voilà. C'est tout? Non. Bon, il y a une autre expérience. Je vais présenter mon expérience à propos de ça. Donc c'est un rôle que j'ai joué involontairement et qui était un rôle pénible. Tout récemment, je me suis rendu compte que l'année dernière, j'ai commencé mes études en tant qu'ingénieur, pour devenir ingénieur. Et récemment, la semaine dernière, je me suis rendu compte que en fait, c'était pas ce que je voulais faire ou que j'étais vraiment mal à l'aise en train de faire ça. Non? Et en y réfléchissant, je me suis rendu compte qu'involontairement, je m'avais créé l'idée où involontairement, j'ai joué le rôle de vouloir devenir ingénieur. Non? Et je crois que bon, quelque chose qui m'a amené à ça, c'est plutôt l'impression que je donnais aux autres. Parce que bon, quand j'étais au lycée, je ne savais pas quoi faire, mais j'avais peut-être une petite idée vite fait, mais j'y avais pas trop réfléchi. Et s'il y avait quelqu'un qui me demandait qu'est-ce que tu veux faire plus tard en tant qu'étude, la première idée qui me venait en tête comme ça sans y réfléchir, c'était ingénieur. Et la réaction de cette personne, elle était très positive. Elle dit ingénieur c'est bien, vous pouvez changer le monde, ça va, voilà. Voilà quoi. Donc à travers ça, je me suis nourri de cette sensation ou de ce fait de connecter le fait de devenir ingénieur, c'est bien et c'est fait pour moi quoi. Et petit à petit, chaque fois c'était plus grand. Parce que je demandais, les gens comme on demandait, tout de suite il y avait l'ingénieur qui venait, donc je leur disais et ils me répondaient ah oui ingénieur c'est trop bien. Donc je dirais que involontairement j'ai pris un rôle de vouloir devenir ingénieur qui a été créé sûrement par l'impression que je donnerais aux autres. Voilà. C'est très intéressant comme histoire. Et qu'est-ce que tu veux maintenant? Je sais pas. Pour réfléchir. Ingénieur de ta vie. Voilà. Tu vas bâtir une belle vie. Voilà. Ah ouais. Merci beaucoup pour cette expérience de la table 2. Voilà. Deux études de cas. Voilà, parole donnée, il y a toujours des études de cas comme ça. Donc,
côté pression sociale avec Nicole, et puis l'image par rapport à un groupe. Alors, je vais rappeler les japonaises, et on va chanter 2 chansons, une en anglais et une en français. Yoka. Ouais, c'est très différent. C'est très vite. Ah, cette année? Ah oui. Ah oui, oui. Partout sur la terre, la
plusieurs points. Le rôle de chaque être dans l'univers. Non, après il y a une erreur. Alors, on revient à Shakespeare. Hein. Il dit le monde entier est un théâtre. Et tous, hommes et femmes, n'en sont que les acteurs. Et notre vie durant, nous jouons plusieurs rôles. Alors, je vous rappelle donc que, voilà, ici vous avez ce qu'on appelle un Rutulus. Celui-ci est à Francfort, en fait. Donc, c'est un genre de parchemin où il y a toute une liste. Il ne faut pas confondre avec volumen qu'on ouvre horizontalement, comme ça. Donc, ça a donné rouleau et rôle. Et alors, oui. En Angleterre, il y a encore un personnage aujourd'hui qu'on appelle Master of the Rolls. Yeah. Et c'est le 3e plus important juge du Royaume-Uni. Et c'est une fonction qui a été tenue entre autres par Thomas Cromwell, en fait que beaucoup d'Anglais illustres ont tenu dans le passé. Et donc c'est tout un registre de lois. Et en fait, cette fonction vient de l'Empire byzantin au départ. Alors, qu'est-ce qui fait que l'univers peut être un théâtre, une scène? Ben, il est composé d'êtres qui ne sont pas fortuits ni là par hasard. L'univers, c'est un système ordonné dans lequel de plus en plus d'informations est apparue, d'ordre, localement, et notamment sur la Terre, la vie et la pensée. Et bien sûr, il y a des gens matérialistes qui ne voient là qu'un pur hasard, mais beaucoup d'êtres humains sentent que cet univers n'a rien de chaotique, qu'il a un sens, et que la présence de l'être humain, si mystérieuse qu'elle soit, c'est comme une sorte de nécessité. C'est comme si l'univers se reflétait dans la pensée humaine. On s'aperçoit d'autre part que tous les êtres tiennent leur rôle dans l'univers. Il n'y a pas d'anarchie, et chaque être est à sa place, un système qui fonctionne. Spécialement, la Terre est un grand système, l'écologie nous apprend ça, et il suffit de dérégler quelques paramètres pour que finalement tout devienne difficile. Alors parmi tous ces êtres, l'être humain est le seul dont le rôle soit parlant et conscient. On va voir que l'être humain parle pas simplement pour mettre des étiquettes sur les mots, mais pour exprimer sa vie intérieure, pour la rapporter, et même lorsqu'il est seul, il a tendance à être acteur. Alors, tous les êtres dans l'univers sont composés de matière, mais même au niveau le plus simple, les particules, les atomes, les molécules, il y a toujours une loi à l'œuvre, même des aspects mathématiques. Il n'y a pas d'univers chaotique, tout a une fonction. Alors, les plantes, les animaux ont finalement une vie toujours plus complexe, et les animaux ont un comportement, et parfois on a vraiment l'impression que ce sont de vrais acteurs. D'ailleurs, j'y reviendrai, beaucoup de films font appel à des animaux, et certains sont des comédiens extraordinaires. Si vous allez au zoo de Vincennes, vous pouvez stimuler un petit peu les animaux, et vous verrez que ce sont des comédiens extraordinaires. Ils répondent vraiment aux émotions humaines. Bon, je vais citer les dauphins, mais les singes aussi. Il y en a qui adorent rigoler avec les êtres humains, et on peut dire que de notre point de vue, ils sont le sens de l'humour. Alors, au XXe siècle, on a découvert le rouleau de la vie, l'ADN. Il se trouve que dans la cellule, il y a le noyau et les chromosomes, et il y a finalement le plan de construction de tout l'être qui est contenu là-dedans. Alors je me souviens que lors de mon premier cours de biologie là-dessus, sur l'ADN, le professeur disait qu'il y a 4 lettres de l'alphabet de la vie, l'adénine, la cytosine, la guanine, la thymine. C'est comme un code barre. Et chaque être a un ADN très particulier qui va dicter finalement sa conduite et son rôle. Donc les êtres vivants en fait sont programmés par cet alphabet pour devenir ce qu'ils sont. Tout leur comportement est dicté par ce rouleau de la vie. Ça fait un peu penser à cette phrase de la Bible dans l'évangile de Jean: au commencement était le Verbe, et le Verbe s'est fait chair. Parce que finalement, chaque être vivant est l'incarnation d'une certaine parole. Le code génétique du chien, du chat, du lion, de la vipère, etc., c'est tous différents. Et finalement, chaque animal, eh bien, il récite son texte, si je puis dire.
hein, vous le voyez agir dans la nature de façon naturelle, mais derrière cela, il y a un code génétique qui se transmet de génération en génération. Et c'est extraordinaire que la biologie ait pu mettre le doigt sur ce mystère de la vie. Hein, parce que finalement, on s'aperçoit que cette notion de lettres, des 4 lettres de l'alphabet de la vie, c'est troublant en fait dans un sens. On se demande d'où vient ce code qui se trouve dans l'univers et qui assigne un rôle à chaque être vivant. Alors ici, je vais employer des termes coréens pour nos 2 amis qui étudient le coréen. Mais en fait, ce sont des néologismes. Le Sungsang et le Hyungsang désignent l'aspect intérieur et l'aspect extérieur d'un être. Vous avez d'ailleurs les caractères chinois qui correspondent. Et en réalité, le code génétique dicte la forme, le comportement de l'être adulte. Le code génétique, c'est quelque chose qui est intérieur, qu'on ne voit pas, mais on voit les effets. Vous voyez le comportement du chien qui remue la queue, vous entendez ses aboiements, vous entendez ses cris, etc. Et en fait, tout ça reflète quelque chose qu'on ne voit pas, qui est invisible, qu'ici on appelle le Sungsang. Et en fait, le chien, il joue son rôle naturel. Alors je dirais que l'ADN, c'est ce qui fait que chaque être dans l'univers est ce qu'on appelle un corps individuel de vérité. Il n'y a pas 2 chiens semblables, hein. Même dans une même espèce, ils ont tous une personnalité différente. Hein. Et chaque être vivant existe en soi et pour soi. Mais son rôle se manifeste aussi horizontalement. Beaucoup d'animaux ont une vie sociale, ils se relient les uns aux autres, font partie d'un ensemble, et ils se relient aussi à d'autres systèmes. Alors, on pourrait réduire le rôle de l'animal à son insertion dans un ensemble. Mais en réalité, le plus important, c'est cet aspect vertical. C'est le fait que la plante ou l'animal, il obéit à ce texte qui est dans son code génétique. Et c'est pour ça qu'il peut jouer un rôle social, qu'il peut s'insérer dans un ensemble. Vous allez dire, oui, mais ils ne sont pas vraiment des acteurs. Alors justement, c'est l'être humain qui de tout temps a prêté aux animaux des sentiments. Vous vous rappelez tous de la fable de La Fontaine, le renard et le corbeau. Et de tout temps, dans toutes les civilisations, eh bien, les animaux représentent des types ou des caractères humains. Certains animaux représentent l'avarice ou la générosité, la bêtise. Et on voit aussi dans les cirques que les animaux sont des acteurs à part entière. Ils font des tours extraordinaires. Là, vous avez des lions, mais vous avez aussi des éléphants qui jouent la comédie. Et ça, vous savez ce que c'est, cette image des ours, là? C'est extrait de quoi? C'est le film de Jean-Jacques Hano, l'ours. Donc ça, c'est très difficile à faire. Justement, la semaine dernière, sur France 2, il y avait une série de reportages sur les dresseurs qui apprennent aux animaux à jouer au cinéma. Et j'ai appris que pour une toute petite séquence de 18 secondes, c'était le vol d'un oiseau, il avait fallu 3 semaines de tournage. Le résultat est extraordinaire en fait. Mais alors, il faut vraiment aimer la nature et les animaux pour nous révéler vraiment le monde mystérieux de l'animal. Je ne sais pas si vous avez vu les films de Francis Perrin aussi. Ouais. En fait, il y avait les Microcosmos, il y a eu Et en fait, il nous montre le monde animal sous un jour totalement différent. Et donc, les caméras permettent de voir des choses dont on ne soupçonne pas d'habitude. Alors, l'être humain, lui, il a un rôle spécial, il se distingue de l'animal. Et André Gide dit « Je me persuadais que chaque être, ou tout au moins chaque élu, avait un rôle à jouer sur la Terre, le sien précisément, et qui ne ressemblait à nul autre. » C'est ce que j'appelle la métaphysique de mon rôle. En effet, dans la société actuelle, c'est seulement la sociologie qui s'intéresse au rôle. On parle du rôle social de telle ou telle personne. Mais je pense que le rôle de l'être humain dépasse la sociologie. Il relève d'une véritable réflexion métaphysique. Parce que même quand on est tout seul, on pense qu'on a un rôle à jouer. C'est le thème de Robinson Crusoe. Même si vous n'avez personne pour vous regarder,
vous vous mettez en scène, vous êtes acteur de votre vie. Personne ne souhaite devenir une personne banale. On pense tous qu'on a quelque chose à faire, une mission sur la Terre, qu'il y ait ou non des gens pour le regarder. Et c'est pour ça d'ailleurs que de plus en plus il y a des one-man shows, des gens qui mettent en scène leur existence. Alors justement, le mot personne vient du théâtre grec. Et la personne désigne au départ le masque. Prosopone, persu en étrusque, persona en latin. En fait, les acteurs de théâtre antique portaient un masque. Alors, le masque est un personnage, c'est un caractère, ça servait aussi à amplifier la voix. Parce qu'en fait, il n'y a pas de micro, il n'y avait pas d'ampli, et ce masque faisait que la voix portait beaucoup plus. Et quand le public voyait arriver ces gens masqués, il y avait une présence spirituelle très forte. Parce que même si c'est un masque, l'acteur vit le rôle et l'incarne. Et les Grecs parlaient de catharsis, l'émotion au théâtre. On est tellement pris par le spectacle, on ne pense pas que ce sont des acteurs. On dit, mais vraiment, ils jouent ces émotions, ils les amplifient. Alors, il n'y a que l'être humain qui arrive à donner une telle amplitude à sa vie. Au passage, je vous signale une fausse étymologie. Certains pensent que personne veut dire personare, raisonner. C'est faux, en fait. C'est astucieux comme étymologie, mais c'est faux. Donc ne répétez pas ça, parce que vous feriez une erreur. Alors, justement, vous allez me dire, mais nous, on ne joue pas un rôle. Effectivement, la personne doit se distinguer des personnages sociaux. Il y a un auteur qui s'est beaucoup penché là-dessus, qui s'appelle Robert Hopke, du masque social au moi réel. Parce que chacun d'entre nous, et c'était un peu le cas donc de Alvite, il nous arrive parfois de porter des masques, de vouloir satisfaire un public, de subir une certaine pression. Mais en fait, dans la réalité, nous ne voulons pas porter ces masques, nous voulons jouer notre rôle. Le problème, c'est qu'on ne le connaît pas toujours. Certaines personnes mettent du temps à savoir qui elles sont et ce qu'elles doivent faire. C'est aussi le drame d'un personnage de Luigi Pirandello, 1 personne et 100 000. C'est un monsieur, un jour, sa femme lui fait remarquer qu'il a le nez de travers, et ça va complètement le déstabiliser. Alors du jour au lendemain, il décide complètement de changer, il abandonne son métier, sa femme le quitte, et il décide de devenir vraiment lui-même. Et Pirandello est pessimiste parce que ça va l'amener dans l'asile, il devient fou, mais lui, finalement, il est content de son choix parce qu'il voulait cesser de porter un masque. Il voulait devenir lui-même. C'est typique de la vision du monde de Pirandello. C'est quelqu'un qui s'est énormément intéressé sur les masques que l'on porte. C'est un homme de théâtre. Et là, bon, c'est un roman qu'il a écrit. Alors, l'être humain a du mal à assumer ce destin solitaire. Nous aimons, dans un sens, le refuge du groupe. Avoir des gens autour de nous, parce que c'est difficile d'être seul au monde. L'être humain se demande, pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Après tout, il pourrait très bien ne rien avoir. Et Hubert Reeves précise, pourquoi y a-t-il de la musique plutôt que du bruit? En effet, l'univers n'est pas chaotique, il est ordonné, il y a des lois là-dedans. Et l'être humain se demande, mais d'où vient cette organisation? Et le plus mystérieux encore, pourquoi y a-t-il quelqu'un plutôt que personne? Parce que l'être humain, finalement, a un sentiment d'étrangeté. Pourquoi est-ce que j'existe? Pourquoi est-ce que je réalise que j'existe, je parle? C'est quand même mystérieux, cette solitude. C'est difficile à supporter. Et encore plus mystérieux, pourquoi y a-t-il quelqu'un d'autre? Je ne suis pas seul au monde, il y a des gens qui parlent aussi, d'autres êtres humains. J'ai des semblables, d'autres personnes. Alors, Pic de la Mirandole, justement, il insiste sur le fait que l'être humain est lui seul et maître de son destin. Le Père suprême prit donc l'homme, et l'ayant mis au milieu du monde, il lui dit, nous t'avons fait tel un statuaire qui reçoit la charge et l'honneur de sculpter ta propre personne. Tu te donnes toi-même la forme que tu auras préférée. En fait, l'être humain ne peut pas demander à autrui quel rôle il va jouer. C'est à moi de l'inventer. Personne ne peut me dire
quel est mon texte? Ben, c'est-à-dire les gens vont me souffler, par exemple, tiens, Alvi, tu pourrais être ingénieur, par exemple. Mais en réalité, c'est à chacun de trouver sa voie. Et bien sûr, les conseils peuvent nous aider, mais finalement, c'est nous qui décidons ce que nous allons faire de notre vie. C'est la différence fondamentale entre les êtres vivants qui croissent tout seuls vers la maturité, leur projet est dicté, alors que l'être humain, il définit son projet. Il se projette dans l'avenir et il décide de se réaliser. Alors justement, ce qui caractérise les personnes justement qui ont une forte personnalité, c'est qu'elles ont toujours une avant-première. Par exemple, MacArthur, qui était un général extraordinaire, justement, il a participé à la guerre de Corée, c'était un très grand acteur. Et la veille de ses discours à ses soldats, il passait la nuit entière à s'écouter. Il se mettait en scène, il mettait un magnifique uniforme, et rien que d'entendre son propre anglais, il était déjà heureux. Il vibrait, il se disait « Oh là là, je vais encore tenir un discours shakespearien demain. Je suis en train de faire l'histoire. » Il était enivré par sa propre poésie, si je peux dire. Et il avait un magnétisme incroyable. Les gens qui l'écoutaient sentaient que MacArthur était bien plus qu'un soldat. Il était habité par quelque chose. Mais je dirais que d'autres personnes ont eu ce genre d'expérience, comme De Gaulle, par exemple. Il a dit que lorsqu'il a prononcé l'appel du 18 juin, au moment où il parlait à la radio, il a senti qu'il était un autre homme. Il est devenu quelqu'un qu'il n'avait jamais soupçonné être. Il est devenu une autre personne. Il est devenu un personnage vraiment historique. Mais lui-même était surpris d'entendre sa propre voix et la portée des paroles qu'il a prononcées. Alors, le texte que je prononce ne doit pas venir de la société. C'est vrai que parfois, la publicité, les modes, les journaux nous soufflent nos répliques. Mais nous préférons les gens qui expriment une pensée personnelle. Les gens qui ne racontent pas ce qu'ils ont entendu dans les dîners en ville, mais qui expriment vraiment leur cœur. Je dirais aussi que chacun d'entre nous, nous aimerions nous exprimer d'une façon poétique. Pas parler en prose, mais vraiment tenir un langage inspiré, nous exprimer des émotions et des sentiments. Les enfants ont cette innocence. Ils sont naturellement comédiens. Ils n'ont pas de concept. C'est plus tard que l'on commence à rationaliser les choses. Mais dans les premières parties de sa vie, l'être humain vit dans le rêve. Il est naturellement porté à exprimer des émotions et des sentiments. C'est plus tard que la raison vient couvrir tout ça. Et on voit que beaucoup de gens qui sont devenus importants, c'est parce qu'ils ont réalisé leur désir d'enfant. Ils sont restés fidèles à cette grâce de l'enfant qui joue spontanément son rôle, en fait. En fait, le premier comédien, c'est le bébé. Et en fait, le rôle qu'il joue, c'est d'être aimé, c'est de donner de la joie à ses parents. Et plus un enfant reçoit d'amour et de stimulation, plus son rôle est intéressant. Et finalement, il va s'épanouir très fort. Et finalement, toute notre vie, nous avons le désir précisément de donner de la joie aux personnes qui nous aiment. Ça vient de l'enfance. Et plus une personne a ressenti l'amour, alors notamment de sa mère, plus elle aura confiance. Pas forcément au point d'être exhibitionniste, mais c'est une personne qui n'aura pas de mal à parler en public, qui sera vraiment à l'aise dans tous les rôles. Parce que son premier rôle a été réussi. Il a réussi à toucher sa mère, son père. Il a été aimé et d'emblée, il s'est senti accueilli dans ce monde. Alors aujourd'hui, il y a une tendance de tout le monde à se mettre en scène, c'est les fameuses selfies. Chacun devient le metteur en scène, le producteur, l'acteur, le musicien de son propre rôle. On est rentré dans une ère où tout le monde devient son propre dieu, sa propre star. Parfois, c'est exagéré. Mais c'est peut-être une tendance profonde. Parce qu'au fond, chaque être humain, je pense que c'est une tendance générale au début du XXIe siècle. Nous n'aimons plus les codes tout faits. Nous aimons être acteurs de notre vie, décidés par nous-mêmes. On dit qu'il y aura de moins en moins d'emplois salariés, de fonctions publiques,
que les gens vont de plus en plus créer leur propre rôle, tenir des blogs et se réaliser eux-mêmes. C'est parce qu'au départ, l'être humain est censé avoir un dialogue direct avec son créateur. C'est sa nature. Et si on dit que Dieu est la personne divine, la personne humaine est la première personne du singulier. En fait, Adam ne pouvait s'adresser qu'à son créateur. Mais ensuite, il y a l'apparition de l'autre personne, la deuxième personne du singulier. Alors, au XXe siècle, il y a eu énormément de stars, de demi-dieux, à cause du cinéma. Tellement d'acteurs sont devenus l'objet d'une vénération incroyable. Il y a d'ailleurs beaucoup de films de Hollywood là-dessus, dont l'un qui s'appelle The Goddess. C'est sur la vie de Marilyn Monroe. Tout le cinéma hollywoodien s'est intéressé sur la fabrication des stars. Il y a énormément de films faits à Hollywood. Comment devient-on une idole, une star, un dieu ou une déesse? En fait, ces personnes reçoivent l'amour du monde entier. Parfois, c'est même une idolâtrie. Mais, dans un sens, chaque être humain, à un moment donné de sa vie, se prend pour le centre du monde. Et c'est aussi pourquoi nous aimons tellement ces acteurs. Nous projetons nos aspirations. Ils nous disent quelque chose. Ils vivent ce que chacun d'entre nous en aimerait vivre, en fait. Vous vous apercevez, si vous grattez le vernis, par exemple, que Alain Delon a une vie très misérable. En fait, c'est affreux, quoi. Si vous prenez la vie de Marlon Brando, sa vie est atrocement laide. Oui. Autant il était un acteur extraordinaire, magnétique. En fait, la fin de sa vie, il n'y a pas plus tragique. C'est une succession de drames familiaux, de meurtres, de toutes les saletés qu'on peut imaginer, en fait. Et sa vie est un anti-modèle. C'est ça qui est tragique parce que il reflète par ailleurs quelque chose de magnifique. C'était l'un des plus grands acteurs du XXe siècle. Il a eu des rôles extraordinaires qu'il a incarnés d'une façon admirable. Notamment, le film que je préfère de lui, c'est quand il joue dans le film Jules César de Mankiewicz. Parce que Marlon Brando jouait dans des films pas très littéraires au départ, mais ensuite il a appris à tenir un rôle, à jouer Shakespeare, ce qui est extrêmement difficile pour un acteur. Il a relevé ce défi, et dans le film, il a une tirade de 12 minutes où il est vraiment extraordinaire. Il perce l'écran, c'est vraiment incroyable. Et ça a surpris, parce que finalement les gens pensaient que c'était juste un acteur de New York qui n'avait pas de culture, mais là on s'était aperçu que c'était l'un des plus grands acteurs shakespeariens. Pour terminer, je voudrais quand même souligner l'aspect interpersonnel. Parce que là, finalement, il est vrai que le rôle que nous jouons est solitaire. C'est un rôle que personne ne peut nous dicter. D'un autre côté, et c'est pour corriger ce que je disais, la personne est collégiale. C'est-à-dire que dans l'idéal, il y a la rencontre entre notre rôle et la collectivité. Pour reprendre De Gaulle, c'est quelqu'un qui pensait incarner la France. Il était persuadé qu'il était la voix de la France profonde. Et il s'est totalement identifié à la France comme une personne. Les gens ont projeté sur eux beaucoup de leurs idéaux. Et aujourd'hui, il est statufié quasiment, enfin, il est vraiment élevé à un rang très très haut. Et il a vraiment établi une communion très profonde avec le pays. Donc je voudrais citer pour terminer le philosophe personnaliste Maurice Négoncel. Il élabora une philosophie de la personne qui fonde une existence vraie dans la liberté. Une liberté qui n'est jamais toute faite. Elle consiste à devenir soi par soi et par autrui. Le toi est donc source et non limite du moi. Cet acte d'advenir soi se nomme personnification. Donc Négoncel a montré que ce rôle que nous voulons jouer suscite malgré tout un public. De rencontrer d'autres personnes. Aucun acteur ne peut devenir un grand acteur sans des partenaires. Alain Delon a eu d'extraordinaires partenaires qui l'ont vraiment mis en valeur. Il a eu des metteurs en scène extraordinaires aussi. Il a eu un public, et c'est pour ça qu'il a atteint souvent de tels sommets. Donc pour conclure, soyons vraiment nous-mêmes, essayons de puiser au plus profond de notre cœur
le rôle qui nous incombe, qui je pense est d'origine divine fondamentalement, mais assumons ce rôle en ayant la plus riche vie sociale et relationnelle. Merci pour votre attention. Juste avant le 3, Oui. permets-moi de dire ces 4 vers qui me tiennent beaucoup à cœur, que j'ai trouvés dans le métro et qui me plaisent énormément. Paris parle et gronde, mais nul ne sait, question profonde, ce que Paris deviendrait le jour où Paris se tairait. Bon, merci François. Ce vers de Victor Hugo, je vous les cite parce que je les ai trouvés très beaux. Oui, j'ai remarqué ça aussi aujourd'hui dans le métro. Ah oui. Voilà. Et là, ça introduit bien à ce que va apporter Didier. La table 3. Alors, vous rappelez la table 3, hein? Les Français Peut-être râleurs. avant, alors je sais pas avant ou après, un commentaire sur une partie de Oui, l'exposé. oui. Ah oui, oui. Parce que justement, alors, à propos de l'ADN. Ah oui. Parce que en plus, premièrement, j'ai fait des recherches personnelles, mais en plus, la semaine dernière, c'était la semaine de la science à Saint-Michel-sur-Orge, Ah oui. où j'ai assisté à deux conférences. Mm. Et la première, c'était du biologiste Henri Atlan, et qui a bien expliqué. Alors, il y a des points philosophiques sur lesquels je ne suis pas forcément d'accord avec lui, mais sur le plan scientifique, c'est assez incontestable. Et que dans la biologie moderne, parce que tu as parlé à l'ADN qui dicte, on n'en est plus du tout là. Ah d'accord. C'est-à-dire que l'ADN, si on compare par rapport à un ordinateur, ça n'est pas un programme, mais ce sont des données. D'accord. Donc les données ne dictent rien du tout. Oui, c'est ça. Oui. C'est juste des éléments qui sont là, et le programme qui va être la construction de la personne s'appuie bien sûr sur les données, mais n'est pas dicté par les données. D'accord. Il a bien insisté là-dessus, et que Et cette partie-là est encore un mystère d'une certaine façon d'ailleurs. D'accord. Mais il y a un rôle joué par l'épigénétique. C'est ça qui fait que, par exemple, la période prénatale est très importante. L'interaction avec la mère et avec l'environnement fait partie de la construction de la personnalité de ce moment. Plus la propre construction pendant la vie. Oui, c'est ce qui fait qu'il disait aussi qu'il n'y avait pas de comparaison entre un ordinateur et un être humain. Parce que l'ordinateur, lui, doit être aussi, non seulement avoir des données, mais il doit être aussi programmé. Alors, donc oui, rappelez-le. Voilà. Donc, 3 points, c'est pas 3 points, mais la question essentielle est dans la paragraphe 2. Le paragraphe 1 est un point de départ, et le point 3, c'est une concentration sur laquelle il fallait se faire. Alors, peut-être commençons par le fait, on a un peu contesté dans le point 1. Il y a le point vantard. Ah oui. On a considéré que ce n'était pas forcément typiquement français, contrairement aux autres, effectivement. Ah oui. Les autres pouvaient s'appliquer. Alors, en tout cas,
aussi, il y a le fait qu'il y a des différences aussi régionales et des différences entre le comportement dans les villes, en particulier les grandes villes, et au contraire à la campagne. Ce qui fait que les personnes ne se comparent pas du tout de la même façon. Justement, ça a été le point d'une de mes discussions ce matin dans le RER, avec quelqu'un qui avait fait aussi l'expérience de la grande ville et de la campagne. Ah oui. Il y a quand même des agriculteurs grincheux. Oui, bon. J'étais en Bretagne le week-end dernier, j'ai vu les dégâts énormes. Alors, oui, ça souligne peut-être un autre point. Donc, bon, ben, je vais en parler, c'est que j'ai prévu plus tard, mais j'enchaîne là-dessus. Ouais. Sur le fait qu'on a dit que déjà, il y avait une remarque qui disait que finalement, quand on arrive à s'exprimer en France, et on parle par des moyens souvent violents, en fait, c'est-à-dire, ça veut dire que c'est déjà trop tard. Ah oui. Très tard, vraiment. Et que donc, ça souligne un point qu'on a mentionné pour le 3, c'est que plusieurs personnes ont mentionné de façon différente, mais ça revient au même, qu'on avait besoin de plus de communication. Ça, c'est donc, et donc une autre personne a dit, oui, donc quel rôle, si on parle en termes de rôle, les Français devraient jouer plus un rôle de médiateur. On a besoin de davantage de personnes qui jouent le rôle de médiateur. Ça manque. Et ce qui n'est pas, là je rajoute, ce qui n'est pas du tout en contradiction avec quelque chose de typiquement français, parce que par exemple les Français sont plutôt bons diplomates. C'est vrai, donc ils peuvent très bien jouer ce rôle de médiateur s'ils le veulent. C'est ça, voilà, exactement. Alors la difficulté justement pour jouer ce rôle, c'était un peu la barrière de l'individualisme. Donc, là aussi, en plus des autres points cités, en France, il y a un côté très, très individualiste. Qui va faire, alors, point positif, on va dire qu'on va se distinguer. Il y a toutes sortes de records ou de choses, d'exploits, de choses spécifiques faites par les Français, fondées sur cet individualisme, mais l'individualisme rend difficile... un peu anarchiste, là. Oui, rend difficile cette communication, cette entente, etc. Autre difficulté qui va dans ce sens, Françoise mentionnait qu'il y a cet aspect que... Donc, dans ce cas-là, il faut jouer plus collectif, alors, hein? Oui, notamment. Oui. D'accord. Par la communication. Oui, c'est ça. Hein? Alors, sachant qu'on a une bonne base en France du point de vue, si on regarde la population française, on a l'avantage d'une diversité très large. Je dirais peut-être plus large que dans la plupart des autres pays européens. Et même pas seulement européens d'ailleurs. Enfin bon, en Amérique aussi, ils ont une diversité très large, mais je veux dire en tout cas... donc ça veut dire aussi bien du point de vue des religions que du point de vue des races, etc. On a une diversité qui est très forte en France. Bon, on va mettre ethnie, hein, parce que le mot race... On n'est plus attribué. Alors, oui, donc, parce que Françoise mentionnait l'exemple, quand elle en France, quand elle avait une crise d'épilepsie, il y avait un peu
ce rejet de la personne, alors, qui était centré le fait individualisme et je dirais aussi peur de l'autre d'une certaine manière. Il y a une méfiance, une barrière où elle disait elle n'avait pas trouvé ça, par contre en Angleterre c'était différent. Ah oui. Tu sentais plus d'acceptation en Angleterre? C'est-à-dire qu'en Angleterre, ils le voyaient complètement autrement. Ils avaient plus été habitués presque tout jeunes à la maternelle à commencer cette communication avec les autres. On n'avait pas comme une loi en France. En France, c'est tout à fait permis. Oh, ça me plaît pas, c'est affreux cette crise d'épilepsie, ben, je m'enfuis. Et c'est tout à fait normal à ce moment-là, si l'autre se trouve par terre, même blessé. Ça n'a pas d'importance. Je suis en France et j'ai ma liberté. C'est peut-être de ce point de vue qu'il y a quelquefois contesté. Alors, peut-être justement, enfin d'ailleurs, les choses ont peut-être évolué d'ailleurs entre-temps, mais ça amène au point de la question de l'éducation. À voir dans l'éducation qui est plus d'ouverture. Je pense que ça évolue par rapport ça commence à l'éducation qu'on a reçue, etc. Donc là, il y a une évolution probablement positive. Et ne serait-ce que maintenant, ils pensent à faire plus les premiers secours. Ah oui, oui. Hein, oui. Au collège, les premiers secours. Donc, ce qui donne une autre image de ce dont parlait François. Donc c'est ça. Donc l'idée, c'est, par exemple, qu'est-ce qu'il faut surmonter, c'est développer, c'est sortir de sa coquille. Autrement dit, pour pouvoir être pleinement dans un rôle positif, il faut être plus tourné vers l'autre. Et Renate mentionnait le manque souvent. Il y a beaucoup d'initiatives en France, ça manque pas, mais ça manquait d'initiatives spirituelles. Alors, parce qu'on mentionnait dans le comportement, langage, etc., par rapport à l'aspect pessimiste, de développer une pensée plus positive. Parce que les statistiques ont remarqué ce paradoxe que les Français avec un niveau de vie et une situation qui n'est pas si mauvaise que ça, sont beaucoup plus pessimistes que d'autres nations où les choses vont nettement moins bien. C'est ça, Ah oui, et ça me fait alors, rappel de cette pub de TF1 pour ceux qui ne connaissent pas. Qui connaît la pub de TF1 Laquelle? sur les Français? Non, la pub de TF1 sur TF1. C'est récent, hein? J'ai pas vu. Non, parce que là maintenant il n'a pas souvent. Depuis le début de cette année, même l'année dernière un petit peu, ça dure déjà depuis au moins un mois. Ah oui? Mais donc c'est alors il y a une pub où il y a un texte et puis l'image est totalement en opposition avec ça. Alors il dit les Français font la gueule. On voit des gens qui se marrent, qui sont à table et qui se marrent, etc. Les Français ne croient plus en rien. Puis on voit des photos avec les gens qui bercent un bébé, etc. Tout heureux. Les Français sont racistes. Et on voit deux pieds, sous une couette, on voit juste les pieds, deux pieds blancs et deux pieds noirs. Et le dernier, qu'est-ce que j'ai dit?
les Français ne sont pas patriotes. Et puis on voit des enfants qui mettent un drapeau bleu, blanc, rouge à la fin. Ah oui, d'accord. C'est une dialectique de Et la l'image. conclusion, c'est et si on voyait les choses autrement? Ah oui, C'est une pub exactement. TF1. On est dedans, là. C'est bien ça. On se Tu n'as demande. jamais vu? Non, non, mais j'ai envie de Faut regarder. regarder. Ah oui, oui, on se demande, mais qui fait Ouais, oui, c'est astucieux de faire ça en fait. Oui, oui. Et ça, c'est marrant parce que ça va assez vite, mais on a l'impression Ouais. que c'est une longue histoire. Ah oui, c'est ça. Avec ce contraste C'est bien entre fait. image et... Ça passe à quel moment Avant Canteloup. Ah, Ah d'accord. Oui. on voit qu'elle suit quand Ça même. ça vient de passer il y a quelques minutes. Ah, les oui, oui, Ouais, ouais. oui. Ah oui, oui. Oui. Bonjour. Bah alors, donc, voilà. Bienvenue. Est-ce que j'avais ça qui mettait, mais en gros, bon, c'était à peu près. Bon, dans le temps imparti, c'était. Non, mais pas pu développer. Oui, oui, non, je pense qu'il y a autre plusieurs chose. points. Par exemple, d'être médiateur, jouer collectif. Ah, oui, je peux peut-être Oui, rajouter ce que moi-même, je vois dans les médias. Je ne trouve pas dans les pays germanophones des quotidiennes comme Le Monde ou Le Figaro qui publient tous les jours des débats et opinions de très grand niveau. Ah oui, oui. Oui, ça n'existe pas dans les médias. Je ne sais pas, en Italie, je ne peux pas juger, Ah oui, oui. mais peut-être en Allemagne, die Welt, mais très peu, Ah oui. et à Zurich, le Neue Zürcher Zeitung. Ah, Mais sinon, cette sorte de niveau ah, qui, pour moi, c'est très important, qui aide quand même les gens de se nourrir de quelque chose de plus positif, Ah oui. plus Ah oui. élaboré que des images, de pubs, Ah oui, c'est ça. Tu parles du courrier des lecteurs? Non, les Non, éditoriaux. des Ah, les opinions. les Oui, Des variées éditoriaux. opinions. Et ce sont des spécialistes, éditoriaux, ce sont Le des... publisher, Oui, oui. le publisher. Voilà, c'est souvent 4 spécialistes. Moi, je Ah, trouve oui. ça vraiment positif en Moi, c'est France. comme Direct Matin avec Colombani. Oh, ça, c'était rien du tout, les 20 minutes, les gratuits. Non, bien par sûr, rapport mais il y a quand même à ce ça. qu'on peut lire. Tu peux aller Oui. à la médiathèque et lire les quotidiennes. Mais c'est vrai Et, qu'il y en a. et c'est vraiment... Dans la c'est plupart vrai des que- quotidiens français, il y a beaucoup d'éditoriaux. ah, ça n'existe nulle part, je vous assure. Ah, d'accord. Je suis très étonnée. Ou même les hebdomadaires. Oui, c'est vrai. Peut-être, alors juste en conclusion un petit peu l'idée que, bon, il y a pas mal on a vu de difficultés ou de problèmes, etc., mais le sentiment qu'en France, il suffit de peu de choses pour faire basculer dans le positif, en fait. D'accord. Parce qu'il y a un potentiel qui est là, beaucoup plus positif, et qui ne demande qu'à être stimulé, en fait. Ouais. Donc en 2016, des Français heureux. Ouais. T'inquiète pas, Alvite, nous allons changer. Ouais. Bon, ben, merci beaucoup pour cette première soirée du mois de février. La semaine prochaine, nous parlerons de la distribution des rôles. Ah, Voilà. délégué. Alors. Mais peut-être que, La semaine spécialement pour prochaine, Morane et Cyrielle, on va chanter une chanson coréenne. D'accord? Didier, tu vois, nous avons deux brillantes étudiantes en coréen. Brillant? Et Oui, hein. on va chanter ça. Elle confirme. Pardon, très brillante. Non, Hango Malo Ouais, ouais, Katsare. on va chanter Sarangé, d'accord? Ah ouais. Vous connaissez? Ben oui. Ah. Elles vont faire un solo. Et Julien, tu vas prendre le cours ce soir. Tu vas prendre le cours. Tu vas avoir peur. Si. Ça va.
première année, c'est ça? Mais elle parle couramment coréen. Ah bon, Ah c'est ouais. vrai. Elle est trop douée alors. Elle est partie. Ah, tu es déjà allé en Corée. D'accord. Quand est-ce que tu es allé? Oula, là ça fait. Alors, je suis partie en février 2014. Ah oui. Et ça doit Mais là, faire tu fais la première année de coréen? Oui, c'est ça. Ah. Parce qu'en fait, j'ai jamais pris de cours de coréen. Ah oui, oui, Du d'accord. coup, T'as appris par il toi-même. manquait, en fait, parce que je pouvais parler, mais du coup, quand j'écrivais, j'avais beaucoup de fautes d'orthographe. Ah oui, c'est ça. D'accord. Ouais. Alors, il y avait une Normande qui était devenue une star en Corée. Je ne sais pas si elle se produit encore. Elle était allée là-bas, elle a appris le coréen, puis elle jouait dans toutes sortes de pubs. Et... C'est une jeune. Oh, je ne sais pas si elle est encore connue. Elle a animé des émissions de cuisine aussi en Corée. Voilà. Un peu comme Brigitte. Alors, c'est marrant parce que cette dame, elle disait que quand elle est en Corée, elle se sent totalement coréenne, et dès qu'elle revient en France, totalement franchouillarde. Ah oui, c'est comme ça. Ah oui, c'était incroyable. Mais c'est le cas, enfin, elle s'est complètement greffée sur la culture coréenne, mais quand elle revient en France, elle retrouve tout de suite ses habitudes. Quoi. Ouais. Moi, j'ai Moi, ça une- fait 1 an que je suis revenue en France et j'arrive toujours pas à me ressentir. Ah oui, oui. Ah oui, d'accord. Ah ben, Une fois qu'on est Alors. en coréen, on s'en sort plus. moi, j'ai 2 filles. Alors, il y en a une qui s'appelle Cyrielle et l'autre qui a vécu 3 ans et demi en Corée, Jessica. Ah oui, qui Et parle quand elle est couramment. revenue en France, elle était totalement Ah, mais c'est vrai. Ah oui, dépaysée. c'est Ouais, C'était très dur, donc je peux imaginer. Ah oui, mais il faudrait que tu donnes les coordonnées de Jessica. En fait, Ah oui, maintenant elle est en Angleterre. Oui, mais pour correspondre Oui. avec elle, peut-être. Ouais. Mhm. Des fois, on fait des phrases avec du français, Repartez. et de l'anglais. Ouais. Alors, Guillaume, tu as passé une bonne soirée? Oui. Bon. Peut-être je peux faire l'annonce donc pour le prochain Club Club Science. Ah oui, oui. Donc le prochain Club Science sera le samedi 20 février, 14h30, ici, dans ces mêmes locaux. Le thème, ce sera l'intuition en mathématiques. On peut parler du rôle de l'intuition en mathématiques. Ah ouais. C'est-à-dire que bon, souvent les gens qui ne sont pas mathématiciens imaginent les mathématiques comme un truc purement Non. logique, déductif, etc. Mais en fait, tous les grands mathématiciens étaient obligatoirement des gens très intuitifs, parce que les mathématiques sont quelque chose de très créatif, en fait, qui font appel à la créativité. Et l'être humain peut faire des choses en mathématiques que ne pourra jamais faire un ordinateur. Ouais. Ah, ouais. Bon, pour le calcul, l'ordinateur est imbattable, mais les mathématiques, c'est beaucoup plus que du calcul. Voilà. D'accord. Ok. Je voudrais juste rajouter quelque chose en tant que Française, parce qu'on a dit tout à l'heure qu'on était pessimiste. Moi, j'ai dit d'ailleurs pas trop, on va plus jusqu'au stress maintenant. Mais la chanson que j'ai écoutée avec la traduction en anglais était assez pessimiste. Ah oui, oui, Disons que c'est un les chagrin Coréens d'amour. sont très forts pour faire des chansons sur les gens qui partent, Oui, et pas beaucoup pour les gens qui reviennent. Voilà. Mais il faut l'annoncer C'est dramatique. pour les Français. Ah, les dramas coréens. Le drama coréen est très connu. À bientôt. Le drama coréen. Bon courage. Oui. Merci Guillaume. Bonne chance pour ton stage. Oui. Le drama coréen. Bon, Clôturer. toi, t'es pas spécialiste. Tu peux clôturer. Alors, je clôture officiellement cette soirée. À bientôt. Ah, j'ai cru que c'était Sarkozy qui parlait. Ouais. On va remettre ça.